pas moi. Je ne vais pas parler sur la membrane tympanique, c'est trop. Je vais seulement entrer un tout petit peu, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Mais on veut que je parle sur la reconstruction. Non, ça ne marche pas. Sur la reconstruction de l'oreille moyenne. Mais avant de reconstruire quelque chose que vous ne connaissez pas, il faut tout d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et même avant ça, de savoir pourquoi la nature a construit cette merveilleuse petite chose 2 cm à 2 cm de la membrane tympanique, des osselets, malleus, incus, stapes, étrier, et de le mettre dans la cochlée. Pourquoi la nature a fait ça? Et si on peut reprendre ça, on peut peut-être mieux réparer ce système. Bon, vous savez tous que dans l'air, les ondes sonores passent sans difficulté, mais une fois qu'ils heurtent sur un autre médium, ça veut dire sur l'eau, il en est de l'eau dans les fleuves ou dans la mer, mais aussi de l'eau dans la cochlée, la majorité de cette énergie sera réflectée. C'est nouveau pour les otologistes, mais pour ceux qui travaillent sur l'oncologie avec la sonographie, ils savent très bien que s'il y a une bulle d'air, toute l'énergie sonographique sera rejetée. Et il en est même aussi avec les ondes sonores de notre voix, de notre alentour. Ça veut dire que la nature a dû dessiner quelque chose pour faire entrer les ondes sonores de l'air qui ont une grande amplitude, mais une pression très très petite, dans un médium comme l'eau, où il faut avoir une grande pression et une petite amplitude. Pour vous montrer la différence, vous imaginez très très facilement avec ma main, ici dans l'air, je peux passer comme ça sans difficulté, mais une fois que j'essaie de faire entrer la main dans l'eau, alors vous sentez une résistance. Et il en est de même avec les ondes sonores, ils sont réflectés parce qu'ils sont très très faibles en puissance. Alors, la nature a dessiné quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dessiné? La membrane tympanique. Parce que la membrane tympanique peut collectionner toute l'énergie des grandes amplitudes, petites forces, petites pressions, et concentrer sur le centre de la platine qui est plus petit. Ça veut dire une sorte de mécanisme hydraulique d'amplification. Pour les oiseaux, c'est drôle, c'est bien intéressant de voir que tous les oiseaux, ils ont une membrane tympanique qui est à l'extérieur, comme une umbrella, contre la pluie, hein, comme ça. Parapluie. Oh, excusez-moi. Contre le parapluie. Tandis que tous les animaux des mammals, tous les mammals, ils ont la membrane tympanique à l'inverse. C'est intéressant et il y a aussi des raisons derrière ça, mais pas dans les 30 minutes. Ça vous durera 2 heures si je continue à parler avec tous les petits trucs qui ont tous un sens que le chirurgien normal ne connaît pas, mais qui sont pas relevants pour nous, mais qui sont très intéressants pour montrer combien de petits détails sont derrière toutes les constructions anatomiques. Chaque construction anatomique a un certain sens, mais quelques-uns, on ne connaît pas encore même. Alors, qu'est-ce qui arrive dans l'oreille moyenne? Il y a les pressions des molécules. Quand je parle avec vous, pourquoi est-ce que vous m'entendez? Parce que les molécules d'air, l'un heurtent l'autre. Il y a une onde de pression qui va dans votre direction parce qu'une molécule, l'autre heurte d'une vitesse de 1000 km par l'heure ou 300 mètres par seconde. Ça, c'est un Mach. Tandis que dans l'eau, où les molécules sont plus proches, on n'a pas besoin, la pression n'a pas besoin d'avoir des grandes amplitudes, mais des petites amplitudes, mais une grande pression parce que les molécules sont plus denses. Alors, ça c'est la molécule, un molécule contre l'autre. Ça c'est la Pascal en pression. Et dans l'oreille moyenne, avec la membrane tympanique qui vibre, ces ondes de pression sont transformées dans des vibrations. Ça veut dire qu'il n'y a plus la pression, mais la vibration des micromètres et des millimètres, que ça bouge, que ça vibre. Et puis, en entrant dans l'oreille interne, vous savez bien, avec les cellules ciliées externes internes, c'est transformé dans les microvolts et millivolts et transporté vers le cerveau. On va se concentrer sur l'oreille moyenne.
Et vous voyez déjà la transformation. Si la transformation ne fonctionne pas, on n'aura plus d'informations pour l'oreille interne, pour le cerveau, pour transporter. C'est là où il y a une transformation et c'est la membrane tympanique qui fait la transformation. On peut écouter ça. J'espère que ça marche. On peut écouter ça. Et tout le monde peut s'imaginer comment ça fonctionne, mais on peut faire des expériences. Nous avons eu des rochers frais. On a mis une sonde acoustique dans l'oreille externe, dans le conduit auditif externe, avec jouant de la musique. Et si on met un hydrophone dans l'oreille interne, dans la cochlée, on entend la musique, le son qui est transporté à travers la membrane tympanique et les osselets dans l'oreille interne. Alors, c'est comme ça que ça se passe. On a vu, ça c'est l'oreille, ça c'est l'os temporal. Vous avez le stapes, la malleus, le stapes c'est étrier. Le microphone, là, inclus in the loudspeaker, ça veut dire c'est là, il y a la musique, mais vous entendez, vous allez entendre, si ça marche, la musique de microphone dans l'oreille interne. Et ça veut dire tout ce qui se passe avant aura un effet sur l'oreille interne. Maintenant, c'est normal. C'est l'oreille interne. Maintenant, on met de l'eau. Parce que la membrane tympanique ne peut plus vivre. Et si on aspire l'eau, ça revient. Qui travaille avec les enfants, maintenant vous comprenez pourquoi un enfant a un mucosero tympana. Ça c'était seulement de l'eau, c'était pas le miel, c'était pas le mucos, ce qui est encore pire. Mais ça empêche de vibration de cette moteur. Et comme Dr Magoun avait dit, c'est le moteur de l'oreille moyenne. Vous pouvez avoir un Ferrari, mais son moteur, c'est joli, mais ça ne marche pas. Et son membrane tympanique qui vibre, on n'a pas l'effet derrière, on peut mettre une prothèse en or ou en diamanté ou quoi. Mais ça ne sert à rien si la membrane tympanique ne transforme pas les pressions de l'extérieur dans des vibrations de la chaîne. Bon, mais quelles sont les vibrations maintenant? Quelle taille est-ce qu'ils ont? Vous regardez là, à gauche, ce sont les millimètres, micromètres, toujours 10 fois plus petit. Et à droite, j'ai mis quelques informations, quelques mesurements dans l'oreille moyenne. La grande, 1 mm, nous connaissons bien, nous voyons même avec l'oreille, avec l'œil nu, quand on fait le vasalva, la tympanométrie, tout ça, ça peut bouger jusqu'à 1 mm, 1000 micromètres à l'intérieur et à l'extérieur, la membrane tympanique et l'âme. Et si on devient plus petit, on s'aperçoit, on vient dans la région acoustique, ça veut dire avec les 100 décibels, 80 décibels, c'est seulement une décibel, c'est seulement un chiffre pour montrer une pression acoustique, une pression. Et quand on va là-bas au threshold, au seuil d'audition, c'est tellement petit qu'auparavant, on ne peut pas mesurer là-bas. On peut mesurer à 80 ou 100 décibels et puis on peut calculer, parce que ce sont des forces physiques, comme ça diminue. Et quand on a commencé à calculer ça, on dit, non, c'est incroyable ça. L'oreille peut vérifier ou peut constater ou peut détecter des vibrations de taille qui c'est plus petit que le diamètre du molécule d'hydrogène. Ou pour dire, pour les autres fréquences, vous avez la molécule d'hydrogène, il y a le proton et l'électron autour. Et le radius, ça c'est les vibrations, la taille des vibrations que l'oreille peut détecter. C'est incroyable. Et tandis qu'à l'autre côté, il peut même être aussi stable de tolérer les grands mouvements de 1 micromètre, de 1 millimètre. Pour vous montrer la différence, parce que micromètre, force atomique et tout ça, on ne peut pas le prendre dans la main. Mais si on le transforme toutes ces dimensions dans notre vie quotidienne, si vous, par exemple, si le seuil d'audition serait d'une amplitude de 10 mm, comme mon fingernail, mon ongle de 10 mm au seuil d'audition, la tympanométrie, ça veut dire la pression, la onde de pression, serait d'une taille de 1000 km d'auteur. Ce serait un tsunami qui même le Sahara ne pourrait pas tolérer. Tout le Sahara sera
1000 km en dessous de l'eau. 1000 km, c'est millimètres, centimètres, mètres, kilomètres. Et ça, c'est l'oreille. Ça veut dire si vous avez un microphone qui est susceptible, qui détecte des vibrations de 1 centimètre, 10 millimètres d'épaisseur, ça doit tolérer un tsunami de 1000 km de taille. Incroyable. Mais c'est l'oreille moyenne qui le fait. Et quand on s'aperçoit de ces choses, on devient très prudent avec le fraisage et tout ça. Mais comment ça se fait? Bon, encore, revenons vers la physiologie. Nous avons vu, il y a l'amplification hydraulique de la membrane tympanique grande sur le petit diamètre de la platine. Pour cette transmission de son par la chaîne circulaire, si on demande à un ingénieur acoustique, comment est-ce que tu construis ça? Alors il dit, bon, mais c'est très facile, on met seulement une columelle directe entre le centre de la membrane tympanique sur le centre de la platine et ça peut vibrer sans perte. Mais on pense, écoute, les oscillés sont compliqués. Non, au point de vue acoustique, énergie, c'est optimal. Et on peut le faire dans les rochers. Vous allez écouter à la fin aussi de ce phénomène que la transmission du son par une columelle rigide, bien sûr, est bien accouplée au tympan et à la platine, et 100% de transmission de son. Et la nature nous montre ça aussi. Vous connaissez les oiseaux comme les night owls, qui volent dans la nuit, dans la nuit avec les grands yeux. Pas chauve-souris, non. Les oiseaux, la chouette, owl, hein, qui, par exemple, dans la neige, ils entendent même les souris en dessous de la neige comme une cour. Ils ont une audition parfaite. Ça veut dire, nous n'avons pas besoin d'une chaîne osculaire avec deux articulations entre les deux. Pourquoi la nature a construit ça? Et si on regarde, si on mesure la forme de vibration de cette construction, on voit que les trois oscillés, Malleus, Incus et Stapes, ils vibrent en unité comme ça. Il n'y a pas de basculement, presque pas. Alors, nous parlons facilement, c'est presque en unité. Oui, comme une columelle entre les deux. Il n'y a pas de basculement, comme ça. Mais il y a des articulations entre les deux. Et qu'est-ce qu'ils font? Les articulations sont fonctionnellement fixes pour le transport du son. Bien sûr, parce que s'il y arrive des vibrations de taille moléculaire au marteau, les articulations entre le marteau et l'oreille interne doivent être fixes, parce que sinon l'énergie sera absorbée dans les articulations. Alors ça veut dire que tout le système vibre en unité. Mais alors la question devient, mais pourquoi nous avons des articulations? Et les articulations ne sont pas nulles. Ils sont vraiment des articulations très délicates, très, très différenciées, avec le cartilage hyalinigeux, avec le liquide synovial là-dedans. Ça veut dire que ce sont vraiment des articulations. Pourquoi la nature a construit ça? Bon, nous revenons encore une fois vers la nature, pourquoi elle a construit l'oreille moyenne. Et c'est très facile, je vous souviens du tsunami. L'oreille doit être stable pour écouter, pour détecter le danger. L'oreille, c'est notre meilleur organe de warning, de prévention contre le danger. Quand vous êtes dans le Sahara, vous voyez dans cette direction, vous sentez la direction dont l'air vient, mais vous écoutez derrière vous la petite branche qui craque sous la patte de lion. C'est 360 degrés d'audition, de prévention contre le danger, c'est l'oreille. Ça veut dire, c'est pour cela l'oreille doit être très, très susceptible. Ça doit déjà détecter des tailles de vibrations moléculaires. Mais en outre, cette oreille doit être stable contre les vents qui sifflent, contre les pressions qui divisent, contre le tsunami qui arrive en relation. Et là, on voit bien ça. Là, au seuil d'audition, là, les pressions en pascal, micropascal ou en décibels, on peut le faire 0 décibels, sont de taille moléculaire. Mais si on augmente la pression qui arrive à l'oreille moyenne, à la membrane tympanique, on voit qu'il y a les pressions où le colonne de l'eau
qui sont 10 mètres d'eau, c'est une atmosphère, que c'est déjà de grande taille. Et imaginez, la pression atmosphérique autour de nous change à chaque changement de position. Si je lève mon oreille d'ici du plafond, du fond, jusqu'à cette heure, 2 mètres de hauteur, je change la pression atmosphérique à mon oreille de 2 mm d'eau, colonne d'eau. Mais 2 mm comme d'eau, ça correspond à 120 décibels. Ça veut dire qu'il y a un déplacement de la membrane tympanique seulement en montant mon oreille 2 mètres d'auteur, comme comparable à 120 décibels. Et 120 décibels, c'est déjà dangereux. Tandis que personne d'entre vous a remarqué qu'il a monté quelques escaliers ici ou dans les autres environnements, on ne s'en aperçoit pas seulement dans les lifts ou dans l'avion ou en plongée. Là, alors il y a une grande pression, le grand tsunami. Alors là, vous sentez, quelque chose arrive avec mon oreille. Mais la nature n'était pas faite pour ça. La nature n'a pas tellement des grandes différences de pression, de soupapes de sécurité, comme on pense dans l'avion ou dans le lift ou en plongée, parce que la nature nous n'a pas donné des ailes, nous n'a pas donné des trucs entre les pieds pour nager. La nature nous a dessinés pour vivre ici, dans le Sahara, dans l'Afrique. Mais quand même, cet organe de sens très sensitif doit être robuste. Si on essaie de construire un microphone de même taille, les ingénieurs acoustiques disent « c'est impossible ». Il existe des microphones qui sont très sensitifs. 0 décibel, c'est rien. Auto-acoustic emission. Les microphones pour auto-acoustic emission, on peut amplifier et ils entendent, ils détectent des vibrations de 0 décibel. Mais si vous prenez cet microphone, vous allez dans la discothèque à 120 décibels. Ils disent, tu es fou, quoi, ça va éclater. Et tu dis non, et après je veux sauter dans l'eau. Parce que ça doit tolérer une atmosphère. Une atmosphère. Et elle dit non, c'est impossible, on ne peut pas construire ça. Mais la nature a construit la membrane tympanique qui est assez stable pour tolérer une atmosphère de surpression. Je dis toujours, on peut gonfler le bicycle tire d'une bicyclette, la roue d'une bicyclette avec l'oreille. Et en outre, elle est sensible de détecter des vibrations de taille moléculaire. Incroyable. Mais ça, c'est l'environnement. La nature a dessiné notre oreille pour survivre dans cet environnement. Et comment la nature, est-ce qu'elle a fait? Elle a introduit les articulations dans les osselets. Parce que si, pour les petites vibrations, l'audition, tout vibre ensemble avec des articulations fixées. Mais quand il y a le grand tsunami qui accroche, ça veut dire la membrane tympanique est déplacée 1 mm, 1000 micromètres, 1 million de nanomètres. Alors là, soudain, les articulations peuvent glisser et peuvent diminuer le mouvement vers l'étrier, ça veut dire vers l'oreille interne, là où il y a les cellules ciliées qui sont très sensibles. Et surtout, il y a une sorte de mécanique, on n'a pas le temps d'aller là-dedans, mais qui fait que l'enclume monte et descend et va à l'intérieur et à l'extérieur en même temps que la membrane tympanique et le malleus, le marteau, est allé à l'intérieur et à l'extérieur. Mais encore une fois, ces mécanismes existent à des pressions atmosphériques. Ça n'a rien à faire avec l'audition, avec les pressions acoustiques jusqu'à 100 décibels, où tout le système vibre en unisé. Et ça explique, on peut mesurer ça, si on regarde le marteau de 600 à 400 micromètres haut et bas, ça veut dire l'intérieur, l'extérieur, à 400 millimètres d'eau, ça veut dire tympanométrie, et vous voyez le marteau, ça bouge beaucoup, le umbo, tandis que l'étrier, il n'y a jamais plus de mouvement à l'étrier, plus de 10 à 15 micromètres. 10 à 15 micromètres, combien c'est? Si la nature a prévenu que le mouvement de l'étrier à l'intérieur et l'extérieur, qui fait un mouvement du liquide, n'est plus grand que 2 érythrocytes. 2 érythrocytes, un érythrocyte à 6 à 8 micromètres, 2 érythrocytes, à gauche et à droite. Ça, c'est le maximum déplacement de l'étrier, même si vous faites le Valsalva, si vous avez un tsunami
qui bouge la membrane tympanique à 1 million de nanomètres. Alors, ça explique aussi pourquoi notre articulation entre enclume et étrier est mise dans cette position, parce qu'elle est verticale contre la vibration à l'intérieur et à l'extérieur. Ça n'a pas de sens en point de vue acoustique, mais ça a un grand sens pour protection, cette microphone sensible dans la vie quotidienne, dans un environnement où il y a toujours des pressions. Ça veut dire, en réalité, il y a deux fonctions de l'oreille moyenne. L'une, c'est relativement simple. Ça veut dire la vibration en point de vue piston à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut reconstruire ça avec une prothèse. Très simple. Mais l'autre, contre la pression atmosphérique, c'est très compliqué avec ce changement de mécanisme. Mais il ne faut pas essayer de reconstruire ça avec une sorte d'articulation artificielle, parce que c'est contre la transmission du son dans une prothèse, par exemple, à l'intérieur. Et maintenant, on laisse tous les trucs, vous connaissez ça déjà, je laisse la membrane tympanique parce qu'on est tellement en retard déjà. Et vous avez vu ça aujourd'hui déjà avec les prothèses là-dedans, et maintenant les prothèses. Quelques mots sur les prothèses, juste seulement quelques idées cliniques. Encore une fois, respecter la vibration en forme de vue, comme un piston à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire, si vous voyez ça sur une publication, une proposition de mettre une prothèse comme ça, de sculpturer l'enclume comme ça, vous dites tout de suite, ah, ça ne peut pas marcher, parce que ça va seulement s'incliner, rocking movement comme ça, mais ça ne va pas transporter le son du marteau jusqu'au l'étrier. Ce n'est pas l'énergie électrique qui passe à travers la prothèse, mais c'est mécanique. Il faut être stable pour avoir une vibration comme un piston. Et il ne faut pas oublier, si on regarde l'oreille moyenne comme de cette vue, les chirurgiens ne voient pas, mais il faut avoir un rocher pour regarder d'en bas en haut. Et vous voyez comme c'est conique. Ça, c'est la membrane tympanique en réalité. C'est conique, c'est pas plat. Dans tous les dessins, dans les livres, c'est toujours plat. Non, non, ça c'est difficile. Imaginez, regardez où l'étrier, où il y a le marteau. C'est juste à côté, c'est juste comme ça, c'est pas direct. C'est difficile pour avoir une vibration directe. Ça veut dire, si on a vibration, si on met une prothèse comme ça, essayons désespérément d'attacher vers le marteau, même si le marteau est un peu en avant ou même rétracté. Vous risquez d'avoir un basculement en point de vue vibration et une perte d'énergie. Il est beaucoup plus mieux de mettre une prothèse directement sur l'étrier pour obéir à la vibration comme un piston direct et le mettre sous la membrane tympanique ou, si vous voulez aussi, pour le marteau. Mais la chose importante, c'est de respecter la vibration en forme de piston. Mais vous pouvez dire alors, bon, mais c'est seulement la moitié de la membrane tympanique, la moitié de l'énergie que la membrane tympanique collectionne, que je peux faire entrer dans cette prothèse, parce que c'est seulement la partie postérieure de la membrane tympanique. Tandis que l'autre, qui attache au marteau, ça peut collectionner toute l'énergie. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est dangereux? C'est pas bon ou quoi? Alors vous avez un malade, vous avez fait une prothèse comme ça, seulement la moitié postérieure de la membrane tympanique. Ça veut dire seulement 50% de l'énergie ou de pression sera collectionnée. Il va, après l'opération, après le penchement, vers l'audiophoniste, vers l'audiométrie, et il rentre. Et imaginez maintenant, nous avons parlé d'un moteur, d'une voiture, vous avez une voiture. Ici, vous allez vers Alger, sur l'autoroute, il n'y a pas de radar, pas de flic, pas de policier, rien. Et vous allez foncer, vous avez une Porsche ou une Ferrari, vous voulez aller avec 400 horsepower chevaux, et vous avez seulement 200. Alors, vous êtes furieux, moitié. Tandis que là, 50%, c'est combien 50% de perte? Il est comme ça, parce qu'il n'est pas content avec l'audition. Il a perdu 50% de la pression, parce qu'il a seulement à la partie postérieure de la membrane tympanique. C'est combien? Physiologique, 3 décibels.
En forme de pression, 6 décibels. C'est rien. Mais toute l'énergie est là-dedans. La moitié, c'est physique. Décibels, ce sont nos décibels. 3 décibels, c'est rien. C'est pour cela qu'il vaut mieux attacher là. Et une autre chose, il faut l'attacher là pour être sûr que ça ne tombe pas. Le malade, à la fin de l'opération, il se mouche et la membrane tympanique va dehors et alors s'arrache et la prothèse tombe. Nous avons les 40 décibels, 5 minutes, hein, tout 3. Et alors, il faut faire quelque chose comme ça. Ou on peut mettre une prothèse... Oh, non, autour. Même si ça ne dérape pas complètement, ça devient... il y a un loose contact, un contact pas stable. Ça veut dire du tissu va entrer dans la zone de contact avec l'étrier et la prothèse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tissu conjonctif, c'est mou. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons voir ça. Mais si je mets quelque chose de mou entre les deux, la vibration ne sera pas transportée. Ça veut dire qu'il faut avoir un bon contact. Pour exemple, une idée, mais il y a d'autres certainement, c'est de mettre une prothèse comme ça, un clip prothèse. Je dépasse. Nous avons vu ça aussi, il y en a même, nous avons vu ça déjà avec la platine, on peut laisser ça. Je crois, peut-être la dernière chose pour vous donner une idée, est-ce qu'il y a un danger pour perforation de la platine en mettant un pompe? Par exemple, platine fracturée, on a discuté ça, si on travaille sur une oreille, dernière oreille, ultime oreille, et il y a une platine fracturée, qu'est-ce qu'on fait là? Dans ce cas, on ne peut pas mettre une prothèse là-dedans. Ça va enfoncer dans le vestibule et c'est fini. Et alors là, on peut faire quelque chose avec les prothèses qu'on a actuellement. Et c'est dans ce cas que j'utilise le Omega Connector. Mais seulement dans ce cas. Pourquoi? Parce que l'Omega Connector, il est très grand. Sur une platine normale, ça makes no sense. Ça ne fait pas de sens. Parce que ça peut seulement déraper. Et si ça touche le bord osseux, c'est 20-30 décibels de perte. Non, je veux avoir la centralisation de la prothèse sur le centre de la platine. Mais dans ce cas, l'Omega Connector est bon, mais il faut l'utiliser ensemble avec une cartilage, avec une platine en cartilage. Avec la centrale, vous voyez comment ça se fait. Et en premier temps, on reconstruit une néoplatine cartilagineuse. C'est là les trucs. Tout d'abord, un sabot en cartilage sans perforation et l'Omega Connector et un troisième. Et le deuxième avec une perforation. Maintenant, c'est un sandwich. C'est cartilage, oméga et cartilage avec la perforation. Vous le laissez pour 6 mois et après, dans la deuxième chirurgie, on peut mettre la prothèse sur cet oméga connector et on a de la chance avec les prothèses, avec même une bonne audition parce que tout le reste est normal. Et maintenant, vous avez de nouveau une sorte de platine parce que l'oméga connector est grand de faire ça. Alors, les vidéos, je ne montre pas les vidéos. Ça veut vous seulement montrer, en bref, les forces et les charges mécaniques que ça montre que notre oreille moyenne est construite de très, très durabilité, même un tsunami de 1000 km. Même des forces d'un chirurgien sont nécessaires pour déranger ou pour détruire quelques parties de notre oreille moyenne. Regardez l'étrier, pour arracher l'étrier. Il faut mettre 100 grammes. 100 grammes, c'est 1000 millinewtons. 100 grammes, ça veut dire un table de chocolat, on peut le mettre sur l'étrier avant que ça arrache, avant que ça tombe. Et comparer, c'est une construction qui vibre avec des molécules. C'est incroyable, cette stabilité, pour le savoir. Et la fracture, normalement, on a besoin vraiment de grandes forces pour fracturer la platine. Et je crois, on est fini. Je crois, Dr Magoun, tout le monde connaît cette vidéo déjà. Hein? Ici en Algérie, parce que Dr Magoun, il montre toujours. Alors on peut quitter la vidéo et je vous remercie pour votre attention. Nous sommes en retard. Merci professeur Uitenbrink. Donc je vois les visages fatigués. On a effectué quelques modifications sur le programme. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle pour le professeur Uitenbrink. Voilà, donc on prend une seule question si vous permettez. Professeur Uitenbrink, on n'a pas eu l'occasion de se connaître, mais je pense qu'entre vous et moi, il y a le docteur Honouri, professeur Honouri, le professeur Mouzelli, qui venaient faire des stages chez vous. On n'a pas eu l'occasion de se connaître d'une façon personnelle. Je suis là. J'ai à peu près votre taille, à peu près votre physique.
J'ai à peu près votre taille, votre physique, et à peu près votre âge également. Faire comme ça. C'est mieux. Je suis là. Je suis là. Oula. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ah, voilà. On n'a pas eu l'occasion de nous présenter, mais j'ai vu que le professeur Honouri était très, très lié, attaché avec vous, et de plus, le professeur Mouzeli également. Je pense qu'on a plus ou moins le même âge, on a la même taille, etc. Bref. Non, vous êtes plus jeune que moi. Vous êtes plus jeune que vous avez l'impression d'être plus jeune que moi. Moi, je suis en retraite déjà. Vous voyez je suis un peu plus âgé, mais pas en retraite. Ah, vous voyez, c'est la différence. Il me semble de quelques mois. Vous êtes né en 1952. Ouais. Je suis né à la fin 51. Et je fais jeune, en effet. Ok. Ah oui, allez, vas-y, applaudis. On n'a pas eu l'occasion, comme je disais, de nous présenter, mais voilà, ça nous permet de se présenter. Vous avez fait une excellente communication concernant la nature. La nature nous a fait, disons le bon Dieu nous a fait pour que tout un chacun laïque et croyant se mette d'accord. Mais là où, quand vous essayez effectivement d'essayer de compenser cette nature, ou du moins d'essayer de corriger la nature, vous avez effectivement entre le marteau, l'enclume, l'étrier, avec des différents mouvements qui permettent, bref, vous l'avez si bien dit, mais ce qui me chagrine un peu, mais on ne remplace pas cette nature. Personne ne peut remplacer la nature. Ma question, quelle est en somme, comment avec TORP ou PORP essayer de se rapprocher de la nature au maximum? Vous avez essayé effectivement, je sais que vous avez fait d'excellentes études et depuis très longtemps, des études que vous avez communiquées. Effectivement, j'ai suivi un peu vos travaux. Comment vous essayez par tous les moyens de vous rapprocher de cette nature, de ce marteau, cet enclume, cet étrier? Parce que comme vous m'avez montré, le TORP, la totale, va directement. Donc, voilà un peu ma question. Je reste un peu sur ma fin. Oui. Non, c'est très bref. Alors, tout d'abord, aussi la nature, l'évolution a dû respecter les lois physiques. Ça veut dire la physique, il y a une pression, il y a l'audition, il faut entendre, il y a les tailles moléculaires. On ne peut pas faire l'oreille plus sensitive que c'est maintenant parce que sinon on va entendre les molécules les molécules d'air, le mouvement de Brown heurtant sur la membrane. C'est déjà le maximum que la nature a pu faire. Et puis, tout d'abord, c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, on a regardé, comme j'ai dit, aux oiseaux, par exemple. Comment la nature a trouvé une solution pour transmettre de la membrane tympanique là-bas. On ne peut pas reconstruire la chaîne ossiculaire. C'est trop compliqué. Et peut-être ce n'est pas tellement nécessaire pour nous, parce que, parce que la nature l'a fait aussi avec une columelle. Et les oiseaux, ils vivent bien avec ça. Ils entendent bien. Mais dans les oiseaux, il y a toujours aussi un mécanisme de sécurité. J'ai vu ça et c'est pour cela qu'on a dessiné une nouvelle prothèse qui fait comme ça. Ça veut dire on met la columelle là-dedans et quand il y a le tsunami arrivant, elle ne va pas comme ça dans le vestibule, mais ça bouge ici. Il y a aussi une sorte d'articulation qui tourne comme ça. On ne peut pas l'introduire là, mais il y a aussi des sécurités, par exemple le falcon qui vient de grande pression, ou les oiseaux qui vont sous l'eau. Mais bien sûr, je réfléchis là-dessus, je pense, si on ne le fait pas, est-ce que ça tombe en danger? Et j'étais très soulagé quand j'ai essayé de mesurer la transmission de l'énergie non acoustique, atmosphérique, le grand tsunami, et le mesurer. Je n'ai pas pu le mesurer. Pourquoi? Quand je mettais une prothèse entre la membrane tympanique et la platine, ça bougeait, il y avait toujours de petits bougements. Il n'y avait jamais l'énergie complètement traversée vers l'entier. J'ai dû coller avec le cyanure-acrylate la prothèse vers le marteau et vers l'entrier pour mesurer du moins un mouvement. Et nous n'arrivons jamais dans nos prothèses de TORP d'arriver à 0 décibel. Il y a toujours une perte, il y a toujours quelque chose qui bouge, qui n'a pas un bon contact. C'est pour cela, je crois, nous sommes à la sécurité, qu'il n'y a pas, réfléchissez, si on a seulement 10 décibels de perte, c'est pas grand-chose, un TORP avec 10 décibels, ça serait formidable. Mais il y a déjà une perte de 10 fois, ou pas 10 fois, mais 7 ou 8 fois
de transmission de plus que 50%, il y aura seulement 20-30% d'énergie qui sera transmise. C'est pour cela que nous sommes sur la côté sécurité, mais c'était plutôt pour comprendre comment ça fonctionne et puis discuter, est-ce qu'on peut faire quelque chose. Nous sommes seulement, c'est au commencement maintenant, on va continuer à développer des choses, essayer de développer. Merci professeur Utenbrink, merci à toute l'audience.